Bonjour et bienvenue à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Nous sommes pour cette édition spéciale en duplex. Nous sommes dans le 7e arrondissement, en plein cœur de la capitale. À quelques pas de nous, le fleuve Ubangui qui traverse la ville. Et à quelques centaines à peine devant moi de mètres, la frontière avec la RDC, la République démocratique centrafricaine. Donc ce paysage superbe ne saurait occulter la réalité potentiellement explosive, tant socialement, militairement que politiquement, que traverse la République centrafricaine en ce moment. Avec moi, l'un de nos invités, Joseph Bindoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes magistrat, vous êtes le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Alors juste une première question à chaud, et c'est à l'homme, au citoyen centrafricain que je m'adresse. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans une ville complètement assiégée par des groupes rebelles qui menacent à chaque instant de fondre sur la ville, rapidement? Alors ce que je vais vous dire, c'est que c'est nettement difficile, parce que lorsque vous êtes dans une ville et que vous vous doutez qu'à tout moment, n'importe quelle violence peut débarquer dans l'endroit où vous vous trouvez, je pense que ce n'est pas une chose acceptable. Je vous remercie. Alors pour reprendre un peu le fil de l'actualité de la RCA, de la République centrafricaine, je vous propose de regarder un sujet qui a été fabriqué par David Gilbert à Paris, de le regarder pour revenir sur les faits politiques qui ont marqué l'actualité récente en Centrafrique. Mars 2013, alors qu'il vient de fêter les 10 ans de son coup d'État réussi, François Bozizé est lui-même renversé. Des rebelles de la Séléka s'emparent du pouvoir. Leur chef, Michel Djotodia, s'autoproclame président. La guerre civile s'intensifie alors entre les nouveaux maîtres de Bangui et les milices anti-Balaka. Un scénario qui va alimenter les violences dans tout le pays, poussant des dizaines de milliers de personnes à l'exil. En janvier 2014, l'élection d'un pouvoir de transition est une première tentative d'apaisement. Je lance notamment un appel vibrant. Déposez vos armes. Lancée en décembre 2013, l'opération française Sangaris a duré près de 3 ans. La MINUSCA, force des casques bleus de l'ONU dans le pays, est elle toujours en place. Le conflit s'apaise à l'été 2014, mais quand Faustin Archange Touadéra est élu président en mars 2016, son autorité ne s'étend que sur une petite partie du territoire. La majorité du pays est disputée par des milices qui convoitent les ressources naturelles, comme l'or et le diamant. 70% du pays est tenu par environ 14 groupes armés, des milices qui perpétuent tous les jours des crimes de masse. Un état de guerre civile larvé qui dure jusqu'à aujourd'hui, malgré l'accord de Khartoum signé en février 2019 entre ces 14 groupes armés et le gouvernement en place. Puis vient l'alliance le 17 décembre dernier des principales milices du pays en une coalition des patriotes pour le changement qui contestent le maintien de l'élection présidentielle 10 jours plus tard. Depuis, les offensives se sont multipliées, récemment dans la ville de Bangassou au sud du pays, repoussée par les casques bleus, ou encore mercredi contre des forces de la MINUSCA dans les faubourgs de la capitale Bangui. Des violences qui créent de nouveau une situation humanitaire très inquiétante, avec près de 60 000 personnes forcées de se réfugier dans les pays voisins le mois dernier. Retour en duplex à Bangui, Joseph Bindoumi, magistrat, vous êtes le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Alors l'actualité, il faut le dire, très brûlante ici en ville, et je peux vous dire que je vous remercie d'être là parce que c'est difficile de circuler à Bangui aujourd'hui. C'est la décision qui vient de tomber de la Cour constitutionnelle qui valide ces élections et qui donc reconduit le président Touadéra. À chaud, en tant que militant des droits de l'homme, quelle est votre réaction? Nous avons eu des résultats qui avaient été donnés par l'autorité nationale des élections, qui déclarait le président de la République élu avec 53,92%. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, qui est le dernier recours en matière électorale, a rendu sa décision et elle a confirmé que le président de la République était élu au premier tour avec 53,16%. Donc, s'agissant d'une décision d'une Cour constitutionnelle qui n'est pas attaquable, les autorités ainsi que toutes les populations, nous avons le devoir de nous plier par rapport à cette décision. On a vu dans le sujet récapitulatif que la situation est extrêmement compliquée en République centrafricaine. Comment, d'après vous, on pourrait commenter en faisant largement une explication de la manière dont on en est arrivé ici, à ce déficit d'État, à cette complexité sur le terrain? Je crois que vous avez trouvé le mot exact, le déficit d'État. C'est que nous avons
connu en 2013 une rébellion Seleka qui est arrivée au pouvoir. Et après 9 mois d'exercice de ce pouvoir, effectivement, les violences étaient telles que un groupe se soulevait, qui sont les groupes anti-Balaka, et le régime du président Njotoja avait été renversé. Nous avons donc traversé une transition dirigée par Catherine Samapaza qui nous a conduits vers les élections et lesquelles élections ont permis l'élection du président Faustin Archange Touadéra, qui a pris ses fonctions le 30 mars 2016. Maintenant, aujourd'hui, nous avons eu tort de laisser les groupes armés continuer de s'installer, de jouer le rôle de l'administration sur une grande partie de notre territoire. Et nous avons pensé qu'avec les accords qu'on a signés avec ces groupes armés, que la paix allait arriver dans notre pays. Malheureusement, cette paix n'est pas arrivée, mais non seulement les groupes armés se sont amplifiés, ils sont partis de 2 à 14 groupes armés, et aujourd'hui, ils ont évolué en nombre et ils sont capables de dicter leurs lois. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Merci. Alors, pour un peu comprendre la situation sur le terrain, je vous propose de retrouver un reportage tourné il y a quelques heures dans les rues de Bangui qui montre bien la pesanteur qui règne en ville. C'est un reportage signé Amar Almidaoui et Clément Diroma. 5e arrondissement, en plein centre de Bangui. Des maisons détruites, brûlées, jamais reconstruites et figées dans le temps. Stigmate des vagues de violence de ces dernières décennies. Il y avait la vie, les gens s'entendaient bien, musulmans et chrétiens vivaient en harmonie, en paix. Mais la crise de 2013 a mis tout le monde en déroute. Beaucoup sont partis, leurs maisons étaient détruites. C'était vraiment triste. La dernière guerre civile de 2013 a fait des milliers de victimes, dont une partie à Bangui. Dans le quartier de Castor, où réside Cédric, on craint un nouveau chaos, suite aux attaques de la coalition des groupes armés. Les tirs ont de nouveau résonné dans ces rues. Et le traumatisme, lui aussi, a ressurgi. On a perdu beaucoup de choses et on a perdu beaucoup des parents qui sont vraiment importants pour nous. Et c'est pour cela qu'on ne veut plus de ça dans notre pays. Ici, l'offensive du 13 janvier dernier sur Bangui est au centre de toutes les discussions, de toutes les craintes et de toutes les colères. Si les gens écoutaient le peuple, on ne devait pas arriver à ce niveau. Les enfants qui disparaissent, qui meurent, ce sont les enfants de tout le monde. Donc ceux qui prennent les armes ne doivent pas seulement voir les hommes politiques. Il faut qu'ils voient le peuple. Le peuple souffre, c'est pas normal. Comme Cédric, les jeunes de la capitale sont nombreux à exprimer leur fatigue des conflits et de la violence. Le gouvernement a interdit la circulation des motos-taxis en ville et a instauré un couvre-feu de 18h à 5h du matin par mesure de sécurité, plombant ainsi une économie déjà exsangue. Oui, on aura donc compris une situation très pesante, difficile pour la société civile, difficile pour les habitants de Bangui et évidemment pour le reste de la République centrafricaine. Avec nous, notre seconde invitée, une jeune femme très entreprenante, Kessie Ekomo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes la fondatrice de l'association Ourou. Vous participez à la promotion et l'entrepreneuriat des jeunes notamment. Je voudrais m'adresser à la femme centrafricaine que vous êtes, la jeune femme centrafricaine. Quel est le rôle de la femme aujourd'hui dans le pays ? Je pense que c'est avec ces derniers mois, les femmes et les jeunes femmes centrafricaines ont prouvé qu'elles ont un rôle à jouer, surtout dans la construction de la paix, mais aussi un rôle dans les élections. C'est qu'elles ont joué un rôle dans la pacification des élections, dans la mobilisation des communautés, mais aussi elles se sont présentées en tant que candidates. Donc c'est vraiment changer la narrative, ça a permis de changer la narrative sur le rôle et la place des femmes en République centrafricaine. Mais est-ce que la femme, notamment les femmes comme vous, êtes entendues dans le système actuel qui est quand même, on peut le dire, assez chaotique. On voit des hommes armés de partout, les plus des 2/3 du territoire sont contrôlés par des groupes armés, c'est très très compliqué. Est-ce que vous arrivez à faire entendre votre voix et surtout d'avancer ? On essaye, comme je l'ai dit, il y a eu de grandes évolutions sur la place des femmes en République centrafricaine, mais effectivement avec les pesanteurs socioculturelles qu'il y a dans le pays, il reste encore difficile aujourd'hui de faire vraiment entendre la voix de ces femmes-là à un niveau plus élevé qu'il n'en est au niveau des communautés. Et donc aujourd'hui, il y a un travail qui se fait, il y a les femmes, donc on va dire nos mères, qui sont déjà engagées, et on retrouve aussi des jeunes femmes, comme la présidente du Conseil national de la jeunesse, par exemple, qui est une jeune femme qui mobilise et qui vraiment fait un travail formidable en termes de contribution effective des jeunes femmes. On a encore un long chemin devant nous, mais il y a des efforts qui se font.
Et là, à titre personnel, aujourd'hui, quel est votre état d'esprit par rapport à l'actualité récente, la décision qui vient de tomber aujourd'hui, les ultimatums variés des groupes armés de fondre sur cette ville? Comment vous ressentez cela, vous qui êtes une jeune femme? Au-delà d'être une jeune femme, seulement déjà en tant que jeune centrafricaine, au fait, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes. Ces dernières années, on a énormément travaillé en tant que jeunes engagés, au fait, pour le relèvement de notre pays, et on se rend compte que, on est peut-être en train de glisser à nouveau vers une crise. On espère vraiment que les autorités, au fait, vont faire le nécessaire, peut-être dialoguer avec les groupes armés pour pouvoir trouver, calmer un peu la situation. Mais surtout aussi, il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire au milieu de la jeunesse pour pouvoir trouver des solutions, essayer de prendre les devants sur les risques des mouvements de violence au sein des communautés. La jeunesse est la clé, vous pensez, ici en Centrafrique, mais par extension même sur le continent africain? 70% de la population centrafricaine a moins de 35 ans. Je pense qu'effectivement, oui, la jeunesse est la clé et qu'il y a encore un effort à faire en termes d'accompagnement de cette jeunesse-là et surtout de prendre en compte ses points de vue et les actions aussi qu'elle mène pour accompagner le pays. Casey Como, je vous remercie. Alors pour finir avec une touche plus peut-être positive, plus légère, je dirais, cette émission spéciale en direct de Bangui, je suis rejoint par un jeune réalisateur banguissois, Monsieur Dariala Pariala, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle que vous habitez Bimbo, c'est un quartier difficile, c'est difficile de traverser la ville et votre quartier a subi les violences le 13 janvier lors de l'assaut des groupes armés qui ont fondu sur la ville. Donc merci d'être avec nous. Alors vous êtes un jeune réalisateur social. Parlez-nous du projet de votre dernier long métrage. Là, je suis en train de finaliser mon long métrage qui est intitulé « Nous étudions ». C'est l'histoire de 4 jeunes étudiants qui ont commencé en première année, qui étudient dans un pays, dans une situation un peu en crise et l'université ne remplit pas tous les critères. Disons, il peut arriver que tu puisses étudier, tu commences en première année et tu composes bien et au babillard, tu ne retrouves pas tes résultats. Et tu peux toutefois marcher avec une belle fille à l'université et si cette belle fille est convoitée par un professeur, tu vois que tu reprends la première année, tu passes 2 ans, voire 5 ans, 10 ans même en première année, juste parce qu'un professeur peut-être convoite une fille. Voilà. C'est un peu notre histoire, c'est notre quotidien, c'est ce que nous vivons que j'essaie de raconter dans mon long métrage. Qu'est-ce que c'est, au-delà du travail de réalisateur, d'avoir 20 ans aujourd'hui en Centrafrique ? Déjà, quand tu es en 20 ans en République centrafricaine, c'est que tu n'as pas droit normalement à prendre la parole parce que les anciens disent que tu es jeune, tu n'as pas d'opinion, tu ne dois pas prendre vraiment donner ton avis. Mais en tant que jeune, nous avons espoir. Avec mon âge, j'ai espoir que nous devons changer les choses. Nous devons déjà commencer à contribuer, à proposer des choses et avoir 20 ans comme moi aujourd'hui, j'avais 23 ans. Je pense que à travers mon film, à travers ce que je présente la République centrafricaine autrement que ce que nous voyons 2 fois sur les réseaux sociaux. Parce que quand on tape, on dit la RCA, c'est un pays là où on mange des hommes, on tue des gens. Mais quand déjà nous essayons avec le minimum que j'ai en tant que jeune, je présente ma vie, notre quotidien de la jeunesse centrafricaine d'une autre manière. Et du coup, on découvre et on apporte aussi notre contribution. Et les gens peuvent aussi nous voir d'une autre manière, quoi. Oui, mais Rafiki, vous êtes cinéaste dans un pays sans cinéma. C'est pas un peu une contradiction ou un paradoxe? Et comment vous le surmontez, ce paradoxe? Il n'y a pas de cinéma en République centrafricaine. Nous commençons, nous avons espoir. Parce qu'au fait, au début, il y avait des petits cinémas où les gens, et après la crise, nous avons notre réalité ici, nous cassons tout. Ça, on ne peut pas le nier, tout le monde le sait. Mais nous pensons qu'avec notre jeunesse, cette jeunesse qui est positive, qui a toujours espoir de changer les choses, nous pouvons vraiment ramener un vrai cinéma à travers les images. Et c'est un projet en long terme. Nous pensons que déjà le fait que nous au départ, en 2017, nous étions formés par l'Alliance française de Bangui, où on est 10 jeunes centrafricains, Elvis Ngaibino, etc. Nous avons commencé à faire des premiers films. Et après, nous avons eu l'appui de nos frères du cinéma numérique ambulant qui, à travers nos films, ils partent dans les secteurs, dans les provinces, des quartiers et ils présentent nos films. Du coup, c'est déjà une manière d'élargir le cinéma. Et on espère que d'ici demain, on va avoir des grandes salles de cinéma, bien sûr, pour que les gens puissent nous découvrir. C'est ce qu'on vous souhaite. Mais est-ce que vous diriez quand même, si on osait, que votre cinéma est un peu politique aussi ? Ou c'est un mot interdit?
Je pense pas on soit vraiment dans les cas parce que on essaie toujours de montrer notre quotidien. Bien sûr qu'à un moment donné, nous pouvons dénoncer des choses que nous voyons en tant que jeunes qui ne marchent pas, mais nous restons toujours dans la réalité et le respect des droits. Parce qu'on est jeune, on doit savoir où est-ce qu'on peut mettre les pieds parce que notre pays regorge des réalités centrafricaines et africaines. Donc nous gardons toujours notre point de vue et notre position aussi des fois. Pour finir, sur un plan pratique, c'était difficile pour vous de venir ici parce que vous habitez dans un quartier qui est assez sensible. Vous êtes au-delà de votre cinéma, vous êtes inquiet de la situation sur le plan sécuritaire. Vous pensez que le pays va s'enfoncer encore un peu plus dans la crise, si c'est possible d'ailleurs de plus s'enfoncer dans la crise? Déjà, étant jeune, non seulement cinéaste, humain, j'avais peur. On a tous peur parce que déjà du coup quand on écoute le coup de feu par exemple, moi j'ai déjà eu à l'époque j'avais reçu déjà une balle. Voilà, donc j'ai un mauvais souvenir. Du coup quand j'écoute les détonations d'armes, du coup je m'inquiète, j'ai peur quoi. J'étais coincé chez moi à la maison et puis du coup puisqu'il y a un peu le oui-dire ici chez nous, du coup je m'inquiétais pour sortir et Dieu merci, je remercie vraiment si un peu il y a la sécurité qui est à peu près un peu là et on espère que la situation va vraiment s'arranger et qu'on pourrait circuler librement, que je pourrais désormais quitter Bimbo tranquillement sans avoir peur, venir au centre-ville, faire tout ce que j'ai à faire, réaliser mes films, tourner dans la ville et rentrer chez moi tranquillement. Fariki Fariala, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, ou même de vous retrouver, pourquoi pas, dans quelques années au Festival de Cannes. Encore une fois, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est la fin de cette édition spéciale en direct de la capitale centrafricaine, Bangui, où je rappelle une grande tension politique avec de nombreux ultimatums des groupes armés qui contrôlent plus des 2/3 du pays pour fondre sur la ville. Et puis cette décision de la Cour constitutionnelle auquel tout le pays était pendu pour la réélection ou pas, ou l'annulation de la validation de la réélection du président sortant, le président Touadéra, cette Cour constitutionnelle qui vient de rejeter toutes les demandes d'annulation. Donc, pour le moins certainement, des temps incertains qui attendent cette République centrafricaine où on a essayé de vous montrer un panel de cette société civile qui, malgré tout, tente à s'engager pour faire changer les choses. Donc, les programmes continuent. Merci à l'équipe qui a réalisé cette émission. Merci et bien évidemment à vous qui l'avez suivi. C'est le retour à Paris. Merci infiniment et à bientôt.